Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle émission d'Avec Panache. Cela fait quelque temps, ça fait plus de 2 semaines, si je ne me trompe pas, Raphaël, que l'on ne s'est pas vu. Entre-temps, il s'est passé une petite chose en France. L'élection présidentielle a eu lieu et la France a tranché et choisi son candidat. Ce sera Emmanuel Macron, numéro 2. Voilà, donc aujourd'hui, nous nous proposons sobrement de faire le bilan de l'élection présidentielle, le premier tour, l'entre-deux tours, puis le deuxième tour, et ensuite envisager les perspectives concernant la continuité, la rupture dans la continuité ou la rupture totale avec ce qu'on a connu dans le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Raphaël, je te laisse la parole. Merci, bonjour Gabriel, bonjour à toutes et à tous et merci de nous suivre chaque fois plus nombreux. Notre dernière vidéo a battu le record de vues qui était jusqu'à présent en possession de notre toute première vidéo consacrée à Qu'est-ce que la droite. Donc c'est un succès absolument indescriptible. Donc je voulais vous remercier et bien dire à tout le monde dans un premier temps de penser à mettre un petit like et de s'abonner à notre chaîne parce que bon, ça ramène énormément d'argent sur mon compte qui est à Guernsey. Voilà, bon, après, pour faire suite à la remarquable introduction que tu viens de nous faire, Gabriel, moi, sur ce premier tour, il n'y a pas forcément énormément de choses à dire parce que depuis 15 jours, depuis un peu plus de 15 jours qu'il a eu lieu, je pense que l'essentiel du commentaire a été fait. J'aimerais m'attarder sur deux choses principalement. La première, c'est l'effondrement total de Valérie Pécresse dans la toute dernière ligne droite. Pécresse qui a été totalement phagocytée jusqu'au bout par une logique de vote utile en faveur d'Emmanuel Macron. Elle tombe à un niveau historiquement bas pour une candidate de ce qu'on appelle la droite de gouvernement, puisqu'elle est en dessous des 5% et n'a même pas ses comptes de campagne qui vont être remboursés. Donc c'est vraiment une débandade. Alors quand on avait fait notre vidéo consacrée aux différents candidats, on n'avait pas forcément été très tendre avec Pécresse et on s'était même un peu moqué d'elle en jugeant sa campagne ratée et en disant que ce serait un échec. Néanmoins, ni toi ni moi n'avions envisagé à ce moment-là qu'elle tombe si bas. Moi, personnellement, je l'imaginais entre 7 et 8, peut-être 9 à tout casser, mais clairement pas en dessous des 5. Et je pense que toi non plus. En tout cas, on n'avait pas du tout évoqué durant l'émission la perspective d'une Bérésina pareille. Et l'autre événement, à mon sens, euh, c'est le score de Mélenchon qui a été plus important que prévu. Et où là, en plus, ça cadre pas tellement avec les dynamiques sondagières. Parce que certes, il prend un petit peu à Roussel, un petit peu à Jadot par rapport au sondage de la dernière ligne droite, mais il augmente davantage que ce que les autres baissent. Et comme bon, il y a quand même une logique dans les transferts de voix, les seuls candidats qui ont vraiment baissé à la fin, c'est Pécresse et dans une moindre mesure Zemmour, et c'est évidemment pas des gens qui de Pécresse ou de Zemmour sont allés à Mélenchon. Donc pour moi, Mélenchon a vraiment tapé chez les abstentionnistes en premier lieu, et donc il termine finalement tout près d'une qualification au second tour, ce qui, moi, m'a semblé un petit peu assez étonnant vu la non-campagne qu'il avait fait, qu'on avait évoqué, toi comme moi, la semaine dernière. Et en plus, toutes ces réactions, on aura l'occasion de parler de l'entre-deux tours un peu plus tard, mais toutes ces réactions m'ont semblé un peu étranges. C'est-à-dire qu'on avait mis un Mélenchon qui avait terminé quatrième à 600 000 voix la dernière fois et qui avait passé toute la soirée à remettre en cause les résultats de l'élection, à vitupérer, à être pas content du tout, etc. Et là, bon, il termine non plus quatrième, mais troisième. Il termine encore plus près de la barre de qualification avec en plus une pondération toute la soirée qui le montait se rapprocher, se rapprocher, se rapprocher. Et bon, il était ravi, il était content d'être là, il n'y avait aucun souci. Enfin, il y avait vraiment quelque chose que je n'ai pas très bien compris, moi, dans l'attitude de Mélenchon cette fois-ci. Voilà. Et puis, bon, pour le reste, Le Pen deuxième, Macron premier sur ce premier tour. Il n'y avait pas tellement de surprises. C'était
ce à quoi toi comme moi et comme à peu près l'ensemble des observateurs nous y attendions. On n'a pas été tellement surpris. Après, au niveau des tout petits candidats, oui, les Verts, finalement, on avait évoqué le fait qu'ils flirtaient avec la barre des 5%. Finalement, ils sont en dessous. Zemmour qui est un tout petit peu plus bas qu'attendu et peut-être Lassalle qui triple son score par rapport à la dernière fois, mais en restant à un niveau anecdotique. Très bien, merci beaucoup. Écoute, je suis globalement d'accord avec toi, puisque bon, là, tu as fait une analyse proche du constat, hein. Oui, c'est factuel, hein. Il n'y a pas beaucoup de prise de Difficile parti de ma part. difficile d'être en désaccord avec toi, sauf à tomber dans le fake newsisme et le conspirationnisme le plus vulgaire. Non, Valérie Pécresse, ça fait 7%. Voilà. Non, plus sérieusement, moi, je note deux choses. Premièrement, contrairement à ce qu'on avait dit et que je maintiens, hein, je persiste et signe, c'est-à-dire que nous avions trouvé la campagne royalement chiante. Et ça, je pense que si ça avait été le candidat, si ça avait un des candidats à la campagne était chiante, il aurait été élu dès le premier tour. Ça, on est bien d'accord. Cependant, j'ai trouvé les soirées électorales absolument passionnantes. Alors que de la description et du ton avec lequel tu l'as faite, avec ta description, avec le ton avec lequel tu l'as faite, je pense que toi, c'était plutôt quelque chose de chiant. Moi, je les ai trouvées, tu pourras me répondre après, je les ai trouvées passionnantes. D'abord, premier point, le fait que Macron a fait un score plus élevé que prévu. Non, C'est-à-dire que, en tout cas, peut-être par rapport au dernier sondage, mais moi, je m'attendais à ce que ce soit plus serré entre Le Pen et Macron. Je ne m'attendais pas à ce que Macron fasse les 28, parce qu'il était monté à 30-31 au début de la guerre en Ukraine, puis il était redescendu et j'avais l'impression qu'on était plutôt sur du 25-26. Et de fait, si Pécresse est aussi basse, c'est parce que Macron est plus haut que prévu. alors Voilà, il y a un là-dessus, je transfert vais de juste vote. faire une toute petite incise. Il y a un vrai mystère parce que Macron plus Pécresse, là, c'est à 33%. Et dans les sondages, il y a un mois avant le scrutin, Macron et Pécresse étaient largement plus hauts, puisque l'addition de leur voix au moment de la crise en Ukraine, Macron était aux alentours de 30-31 et Pécresse était encore au-dessus des 12. Donc, il y a eu les voix ont disparu, en fait. Voilà. Bon, en tout cas, il y a eu un Macron plus élevé que prévu. Tout le monde peut vérifier, mais sur la moyenne des 2 dernières semaines, on était plutôt sur du 26, hein, on n'était pas sur du Oui, 28,5. il y a eu un transfert des voix de Pécresse dans la dernière ligne droite. Quand Ça, même. c'est vrai Il y a qui quand le fait même un un peu monter. transfert, plus que dans la dernière ligne droite, le jour de l'élection, hein. Je pense que c'est ce qu'on appelle, et ça revient à beaucoup de choses qu'on avait dites d'ailleurs sur la politique des petites choses, ou en quoi les petites choses sont peut-être la politique par excellence, c'est la décision dans le dernier quart d'heure, avec parfois une part de contingence. Alors, ça ne joue pas évidemment à 70% de la motivation, mais tu prends une contravention et peut-être que ça influe ton vote. Voilà. Non, ce que je veux dire, c'est d'une part le score élevé de Macron. Et une chose absolument passionnante, c'est que je pense qu'avec ces 28,5, le deuxième tour face à Le Pen est toujours un peu particulier. Il y a un vote barrage contre le Front National. Avec ces 28,5, Macron est réellement la force politique, la proposition idéologique, la proposition stratégique majoritaire, principale. Elle n'est pas majoritaire au sens d'une majorité à 50,1, mais 50 plus 1, mais La véritablement première force politique. la première force politique et la plus importante du pays. C'est-à-dire qu'il faut être très clair, il y a près d'un tiers des électeurs, un peu moins, qui sont d'accord, grosso modo, avec ce qu'on appelle le macronisme. C'est-à-dire un libéralisme politique, et tu pourras me reprendre là-dessus, un libéralisme politique très fort. D'ailleurs, une des qualités de Macron, hein, si on est attaché à la démocratie, c'est son libéralisme politique. Ça, au moins, on ne peut pas le lui retirer. Tu pourras revenir dessus aussi. Gestion autoritaire, pratique autoritaire, méthode aristocratique. Mais dans le fond, j'entends par là que Macron serait quelqu'un qui, par exemple, sur la liberté d'expression, pourrait être à peu près irréprochable du point de vue de ses principes et du point de vue de sa trajectoire intellectuelle. Un libéralisme économique, d'ailleurs assez différent du libéralisme économique classique. Alors peut-être que tu trouves que ce n'est pas assez libéral, on y reviendra. Un libéralisme économique, parce que finalement, on avait assez peu parlé de Macron dans toutes nos précédentes émissions et c'est l'occasion parfaite. Parce que là, c'est le président. Non, mais. Prenons les choses dans l'ordre. Pour l'instant, on est sur l'analyse du premier tour. Mais je termine. Non, mais je sais. Et enfin, le choix européen. Parce qu'on peut être libéral politiquement, libéral économiquement et anti-européen. Exemple parfait, les Anglais. Bon. Ça, c'était le premier point.
Deuxième point, la qualité du discours de Marine Le Pen au soir du premier tour, qui tranche d'ailleurs avec la médiocrité de son discours au soir du second tour. Ah, mais J'ai au tour du trouvé son second tour, discours… on y reviendra, mais c'était Ouais, Ségolène ouais, Royal en mais 2007. je suis obligé de l'annoncer maintenant pour que le Oui, contraste soit clair. Le discours du second tour était inélégant. oui. Aucun mot pour Macron. Elle a craché du bout des lèvres, enfin, elle a lâché du bout des lèvres le je reconnais le verdict des urnes. On a connu mieux. Hein. Je félicite le président élu, aurait été pas mal, puisqu'il y a quand même 58% des Français qui ne se sont pas reconnus en elle. Hein, premier point. Et deuxième point, son discours du premier tour était, je ne sais pas si tu l'as écouté en entier, mais, ou avec attention, mais était extrêmement, enfin quand je dis qu'il était bien, c'est pas rhétoriquement, il était extrêmement bien du point de vue de la stratégie politique. C'est-à-dire que c'était réellement la synthèse parfaite de son père, de Georges Marchais et par certains aspects de Jean-Pierre Chevènement. Voilà. Et j'ai trouvé que c'était peut-être l'un de ses meilleurs discours du point de vue de son créneau politique depuis de nombreuses années. Je te laisse la parole. Oui, alors bah, sur Marine Le Pen, je suis d'accord avec toi, elle a fait un très très bon discours au soir du premier tour, qui était très pertinent du point de vue de la stratégie politique, ce qui me laisse penser que Marine Le Pen est bien meilleure stratège politique que candidate en réalité. Oui. Et que là-dessus, pour son entreprise de dédiabolisation du Front National, puis du Rassemblement National, a été globalement un quasi-succès. Enfin, je veux dire, ça partait de tellement loin et bon, on a vu se Un réveiller à grand succès. l'occasion à l'occasion de l'entre-deux tours. Bon, la quinzaine de l'antifascisme comme tous les 5 ans, mais bon, le cœur y est témoin. On a eu Charlotte Gainsbourg au bord des larmes qui disait qu'elle avait très peur, mais c'était à peu près tout comme événement marquant, pardon. Voilà, mais il y aura toujours un problème d'incarnation parce qu'elle est pas très bonne, mais en termes de stratégie politique, oui, je pense qu'elle-même a peut-être hâte de retrouver un rôle dans l'ombre un petit peu et de conseiller quelqu'un qui soit davantage qu'elle fait Elle est faite pour le pour poste aller de au Premier contact ministre, et pas pour le poste de président. pour réussir à ne pas être trop à la peine quand les questions techniques sont abordées. Bon, après, tu sais ce que je pense des questions techniques et nos auditeurs qui nous écoutent depuis plusieurs émissions savent que je pense que ça ne relève pas nécessairement du président et que ce n'est pas forcément nécessaire. Après, bon, force est de constater que mon point de vue est minoritaire dans l'opinion et que c'est quelque chose qui porte préjudice au sérieux d'un débat dans une posture, surtout quand en face, on a un Macron qui, lui, est le symbole même du technicien et qui lui en remontre à ce sujet. Donc ça, c'est pour Le Pen, où je suis assez d'accord avec toi. Sur Macron, alors sa position, il est en tête, oui, mais après, il est en tête… Comment dire, je ne pense pas que ce soit tant que ça une adhésion au libéralisme ni politique ni économique. Il est en tête principalement parce que bon, on a eu un découpage par âge quand même. C'était assez chimiquement pur. D'ailleurs, Macron a été plébiscité et dès le premier tour par les plus de 65 ans. Ce qui me laisse penser que le vote Macron, plus qu'une adhésion au libéralisme politique, au libéralisme économique, c'est un vote défensif avant tout. Le président disrupteur élu il y a 5 ans, en 2017, a laissé place au président gestionnaire, plus ou moins bon gestionnaire, enfin je ne sais pas, qui a capitalisé sur ses choix, notamment lors du confinement, où il a préféré mettre le pays quasi à l'arrêt pour sauvegarder les vieux qui étaient les plus susceptibles d'être touchés par le Covid, plutôt que d'avoir une stratégie un tout petit peu plus risquée à ce niveau-là. Et ça, là-dessus, il y a eu une sorte de reconnaissance de la part de cet électorat dont il s'est très fidèlement attiré les bonnes grâces et qui est un électorat qui, en plus, aujourd'hui, est dépendant de l'État plus qu'aucun autre. Et donc là-dessus, il a su ce qui, moi, bon, quand tu es élu par les gens qui dépendent le plus de l'État, pour moi, tu n'es pas un grand libéral à ce niveau-là, quels que soient les discours et les intentions affichées. Par certains aspects, on retrouve des caractéristiques du néolibéralisme chez Macron, qui est un peu pour moi le contraire du libéralisme politique d'ailleurs, le néolibéralisme.
Donc ça, là-dessus, j'aurais plus de nuances à apporter. Simplement, il y a un constat que tu as fait qui est factuel et que là-dessus, on peut dire ce qu'on veut, on peut tourner du pot autant qu'on veut. On ne pourra pas dire le contraire. C'est que l'élection présidentielle a démontré au premier tour puis au second tour qu'à défaut d'être majoritaire dans le pays, parce qu'il l'a été ni au premier tour ni au second tour, Macron se structure autour de la personne d'Emmanuel Macron, plus encore qu'autour de son parti. La première force politique de France. Ça, c'est indéniable. Il a fait un exploit au regard de l'histoire récente et même de l'histoire tout court. Ça, il faut le reconnaître. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Macron, que ce soit face à Le Pen ou pas, parce que les autres auraient pu aussi se retrouver face à Le Pen. Tu vois ce que je veux dire? Il ne faut jamais réécrire l'histoire et ne jamais nier les faits. De même, par rapport à... C'est parce que c'est pour nos auditeurs, c'est le premier président en période de quinquennat réélu. Et c'est le premier président réélu, c'est le seul président réélu hors cohabitation. Alors, il y a eu De Gaulle, mais De c'était un peu Gaulle a le... été, De Gaulle n'a été élu qu'une seule fois au suffrage universel. La première Voilà, fois, il avait été au suffrage au suffrage indirect, indirect, mais il a été indirect par les Français. réélu. Voilà. Bon. Mais en plus, De Gaulle, c'était De Gaulle. Voilà. Donc, Voilà. Macron n'a pas l'aura du résistant pendant la guerre. Macron est un président jeune. Il a 44 ans, si je ne m'abuse. Et il va peut-être durablement, très durablement, marquer la vie politique française et la France, parce qu'il pourra très bien se représenter dans 10 ans. Voilà. Oui, et puis il l'avait déjà marqué dès son premier quinquennat en faisant sauter le bipartisme qui régentait la France Oui, depuis, alors ça, depuis très longtemps. Là, il l'a complètement enterré, le bipartisme. voilà, il l'a complètement enterré. C'est vrai que on aurait pu faire l'introduction là-dessus, mais bon, écoute, on a fait une introduction courte, mais le bipartisme est mort. Voilà, j'avais envie de commencer l'émission en disant, mesdames et messieurs, la France a peur, le bipartisme est mort. Voilà, mais c'est un fait, le bipartisme est mort. Je voulais dire une autre chose par rapport au sondage qualitatif, et donc par rapport aux statistiques. Les statistiques sont évidemment des éléments d'interprétation indispensables. Cependant, deux limites très fortes. D'une part, notamment concernant les sondages ou les stats par âge, je suis désolé, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer à partir du sens commun, mais finalement, qu'est-ce qui te fait interpréter la réaction des vieux? C'est le sens commun, il n'y a aucun élément scientifique, c'est une interprétation psychologique quasiment de l'ordre du sens commun, de la doxa. Les vieux dépendent de l'État, ça c'est un fait, mais les vieux, etc. Dans le fond, si on est très honnête, et je sais que tu es attaché à cette forme d'honnêteté quasi sceptique philosophiquement, on n'en sait rien. C'est-à-dire que moi, je ne préjuge en rien des motivations des électeurs, des motivations personnelles, a fortiori quand le critère d'interprétation est si vague. Parce que l'âge ne veut rien dire. On peut très bien supposer, même si empiriquement il n'y a pas d'éléments, mais on peut très bien supposer, ce n'est pas du tout irrationnel, qu'une partie non négligeable de l'électorat de plus de 65 ans est plus sémillant intellectuellement que les jeunes et donc se rapproche plus du modèle cliché du start-upper que des jeunes de 22 ans. Tu vois ce que je veux dire? Je termine juste. Même si ça va contre le sens commun, je te l'accorde, c'est néanmoins tout à fait pensable. Donc, les raisons, le fait que Macron soit majoritaire chez les plus de 65 ans et le fait que, parce que c'est les plus de 65 ans, avec les caractéristiques qu'on imagine des plus de 65 ans, il ne soit pas un vote d'adhésion, 2 points, on n'en sait rien. Bon, moi, ce que j'observe, je raisonne moi à partir des faits, ce que j'observe, c'est qu'en fait, il est premier, au premier tour, et en droit, parce que derrière, le fait se transforme en droit avec l'élection, c'est une nécessité systémique, qu'on ait voté pour Macron pour telle ou telle raison, le fait est que le fait d'avoir voté Macron vaut adhésion à son projet. Bien voilà. sûr. Et je c'est pense, encore plus là, vrai au second tour. Et je me permets, pareil pour le second tour, et a fortiori la dédiabolisation a tellement clarifié, a tellement rendu banal le vote Le Pen que d'une certaine manière, ça peut être maintenant un second tour de choix et non pas simplement un second tour de choix par défaut. Tu vois ce que je veux dire? Bon, Alors, on y reviendra. Juste pense... une opinion. Je pense réellement, et d'ailleurs l'histoire me donnerait plutôt raison, que si on prend le critère par âge, c'est aussi une génération qui a connu les années 80, qui a connu les années 90,
et qui est quand même très formaté par l'idéologie dont Macron est l'enfant. Tu vois ce que je veux dire? Alors, Plutôt qu'un vote défensif, on peut tout à fait y voir un effet d'époque, mais moi je prends tes plus de 65 ans et je déplace le curseur d'il y a moins 30 ans. Deuxième élément par rapport à ce que tu disais, et je te rends la parole juste après, ce qui était très intéressant dans la tripartition Macron, Mélenchon, Le Pen, c'était que c'était des identités politiques très claires. Évidemment, que ce soit au sein d'une masse ou de chaque individu, tout est une affaire de nuances et de degrés. C'est-à-dire qu'en fonction des jours, le plus grand des macronistes peut devenir le plus petit des macronistes. Voilà. Et ce qui, en fait, fait un choix, c'est une moyenne de sensations accumulées, ou d'état d'âme. Ça, je pense qu'on peut être assez d'accord. Il n'y a pas de différence de nature, c'est une différence de degré. Mais néanmoins, les trois propositions politiques étaient très claires. Ce qui fait que on peut au moins se dire que Mélenchon, Macron ou Le Pen réunissaient autour d'eux des moyennes, des spectres de communautés d'intuition en réalité convergentes. Ce qui m'amène donc à dire, eu égard à la clarté de l'offre politique, que le vote était, l'identité de son vote était suffisamment claire pour tout esprit, même le plus ignorant, qu'on peut aisément imaginer une adhésion majoritaire au sein de l'électorat de chacun des candidats. Voilà. Quand tu votes Mélenchon, tu sais pourquoi tu votes. Quand tu votes Macron, tu sais pourquoi tu votes. Et quand tu votes Le Pen, tu sais pourquoi tu votes. Désolé, alors j'étais un peu. j'aurais eu des. Bon, je suis globalement d'accord avec toi. C'est-à-dire que grosso modo, en plus Là, je viens de sociologiquement, rien dire. c'est assez clair à ce niveau-là. J'aurais des petites nuances à apporter, notamment sur le vote Mélenchon, qui pour moi me semble vraiment probablement le moins clair des trois. On l'a vu d'ailleurs dans la progression, c'est-à-dire que Mélenchon, ce qui a structuré le succès du vote Mélenchon, c'est d'une part une espèce de vent de panique savamment mis en scène par l'ensemble des responsables politiques de la gauche et principalement de la France insoumise, d'avoir un second tour sans la gauche et donc un réflexe de vote utile absolu. Là où il n'y a pas eu de réflexe de vote utile vraiment pour Macron, qui a fait la course en tête du début jusqu'à la fin, et pour Le Pen non plus, parce que comment dire, il y a eu un duel avec Zemmour qui a été remporté par Le Pen, mais finalement les électorats étaient moins pour eux que ce qu'on a bien voulu dire. Donc à ce niveau-là, pour moi, le vote Mélenchon a d'abord été structuré par cette logique de vote utile à gauche et me semble des trois électorats quand même d'assez loin le plus disparate. Et pour moi, ça vient un peu couronner une forme de stratégie Terra Nova 2.0 de la part de la France insoumise, qui a réussi à agglomérer plein d'électorats différents. Précise pour nos auditeurs Terra Nova, Alors, oui, s'il te plaît. alors, la stratégie Terra Nova, c'est grosso modo, c'est une note du think tank Terra Nova à la fin des années 2000, début des années 2010, adressée à l'époque au Parti socialiste, qui lui disait que puisque désormais le peuple, enfin ce qu'on appelle le peuple, c'est les classes populaires, avait risquait de durablement tourner le dos à la gauche et avoir les politiques que la gauche en plus ambitionnait de mettre en place à l'époque où ses principaux représentants étaient François Hollande, Dominique Strauss-Kahn et Martine Aubry, ainsi que Ségolène Royal, risquaient de leur tourner encore plus le dos. On leur suggérait de se retourner et de chercher appui sur une forme d'agglomérat de différentes sections de la population qui, mises tout ensemble, seraient de nature à constituer une majorité qui pourrait les porter au succès. Et il me semble que quand tu vois d'ailleurs les catégories de population qui ont voté Mélenchon, c'est assez intéressant. C'est-à-dire qu'on votait Mélenchon d'un côté en masse, de manière assez importante, les fonctionnaires, alors pas les hauts fonctionnaires ou alors une poignée d'entre eux, mais beaucoup les profs, les personnels Les catégories B, c'est hospitaliers, ouais. voilà. Plus largement, le monde de la culture, je pense que si tu fais un sondage au niveau des intermittents du spectacle, par exemple, qui sont nombreux en France, Mélenchon y arrive en tête de manière assez écrasante. On votait pour Mélenchon
également les habitants de ce qu'on appelle désormais les quartiers, c'est-à-dire les banlieues, où je pense notamment au 93, où il fait des scores de mammouth. Hein. Il fait plus de 60% à Argenteuil, à Saint-Denis, à Bobigny, à Trappes, qu'on ne fait pas dans le 93, mais voilà, sur tout le pourtour parisien, ainsi que la banlieue lyonnaise, il fait des scores très forts. Ce qui se traduit également par un total de plus de 70% dans la communauté musulmane. Déclaré. Pardon? Déclaré. Voilà, déclaré. Et sur la base d'une Ce qui auto-estimation est très, 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 très fort. Et en plus, il y a une dernière partie qui est ce qui va rester de ce qu'on appelait autrefois le peuple de gauche, c'est-à-dire une certaine ruralité de petites villes, principalement dans le sud-ouest, une partie du Massif central, la Lozère, voilà, où là encore, il réalise des scores très forts. Plus les dom-toms, mais les dom-toms ne sont pas très, très peuplés, mais il fait aussi des scores très importants là-bas. Et c'est pour moi un agglomérat, une sorte de plein de petits îlots qui tous ont voté Mélenchon. Il est également très très fort, et c'est la dernière partie de la population que je n'ai pas citée. Il fait très très fort, les scores par moyenne d'âge en témoignent, chez les étudiants aussi. Ouais. Si je puis Et me donc, pour permettre, moi, l'offre oui. me paraît encore en cours de clarification vis-à-vis de Mélenchon. C'est-à-dire qu'il y a une partie de son électorat pour qui le nom de Le Pen continue d'agir comme un repoussoir, et c'est localisé géographiquement, alors que dans d'autres régions, d'autres gens dans les mêmes situations ont sauté le pas et votent désormais Le Pen. Ta description est factuellement juste. L'interprétation que tu en fais me semble totalement fausse. Soyons très clairs. Mais parce qu'on a une différence d'approche radicale. Tu raisonnes comme un sociologue. Et ça étonnera nos auditeurs d'ailleurs de découvrir ainsi ton amour caché pour la sociologie. C'est-à-dire que tu penses que le contexte détermine le vote. Et c'est Non, assez marrant justement. d'ailleurs, je termine juste. Les sociologues, souvent critiques et de gauche, raisonnent en fait comme les marketeurs, enfin les gens qui pensent la politique comme du marketing, c'est-à-dire comme des segments de marché. Finalement, vous réduisez la signification d'un vote à l'origine du vote, c'est-à-dire Ah, d'où votent les gens. Je termine juste. Alors que moi, je pense à l'inverse parce que je défends mon option métaphysique est le libre arbitre, bien que je reconnaisse le déterminisme, mais mon option métaphysique première, c'est le libre arbitre, c'est-à-dire que je pense que les conditions d'existence au sens large d'un individu déterminent mais ne donnent pas le sens des choix et donc par excellence du vote d'un individu. Par conséquent, je pense que c'est l'offre qui unifie la diversité du réel qui se retrouve sur elle, ce qui permet donc d'affirmer clairement qu'il y a une proposition Mélenchon qui réunit certes un agrégat, et c'est la stratégie Terra Nova, tu as tout à fait raison, mais de facto, ça propose une unité, ça donne du sens. Voilà, oui, c'est tout ce que je veux dire. Je voulais juste terminer là-dessus, parce que je trouvais un autre point que tu avais dit très, très justement. On a beaucoup de faits de critique à Macron, mais ce qui est très intéressant, tu l'as dit au passage, tu as glissé dessus. Macron n'a pas fait l'effet, enfin, n'a pas eu un vote utile décisif. Il avait déjà un niveau très haut. Et c'est assez intéressant parce que, d'une certaine manière, par rapport à cette idée, y a-t-il adhésion ou pas adhésion, si Macron est le candidat qui a le moins bénéficié d'un effet de vote utile, c'est donc, en bonne logique, le candidat qui suscite le plus d'adhésion à son projet chez ses électeurs. alors, sur Mélenchon, c'est un raisonnement sociologue, peut-être. Après, la sociologie électorale est particulière, et voilà. Mais moi, il y a quelque chose qui pour moi, accrédite cette idée que malgré tout, il y a une stratégie Terra Nova qui, au bout d'un moment, va poser problème. C'est le fait, et c'est là que j'ai parlé du peuple de gauche qui n'était pas encore basculé au Rassemblement national, et que j'ai parlé que c'était localisé géographiquement. Un truc très très paradoxal, je trouve, enfin très paradoxal, très étonnant quand tu analyses géographiquement les scores de Jean-Luc Mélenchon, c'est que Mélenchon, à échelle du territoire, progresse de 3% environ. Il passe de 19,6 à 22, je ne sais plus combien, 22,5, 22,7, voilà. Or, et ça, c'est quelque chose qui mérite de s'y attarder, je ne sais pas encore comment trop l'interpréter, dans la moitié du territoire, dans la moitié des départements, il baisse.
C'est-à-dire que sur Non, les 95 départements de France métropolitaine, ils baissent dans 44% d'entre eux par rapport à il y a 5 ans. Ce qui, pour moi, indique qu'il y a quand même un vote et que, à mon avis, il va continuer à baisser là où il continue à baisser et va continuer à monter là où il continue à monter. Donc, c'est quelque chose qui n'a pas encore fini sa cristallisation. Et donc, de ce point c'est de encore à vue-là, évoluer. Et je oui, pense d'accord. que surtout, je termine là-dessus, les limites de l'expérience qu'on est en train d'observer devant nous tiennent à la personne de Mélenchon, c'est-à-dire que pour moi, tout cet électorat tenait ensemble par Mélenchon, et Mélenchon parti, j'ai peur qu'on ne puisse pas assister à la poursuite de cette expérience et que tout cela se disloque. Tout ça, je suis d'accord. Je précise, hein, enfin, je précise, je répète ce que j'ai dit. Le déterminisme existe. Et donc, bien évidemment que ce sont des clés d'interprétation. Je pense d'ailleurs que ce que tu disais était assez juste. Les politiques publiques influent beaucoup plus sur le territoire que sur la sociologie des territoires. Parce que la sociologie des territoires, c'est très dur de le casser. C'est l'hypothèse marxiste qui viendrait casser la sociologie d'une société. Ou alors un développement économique, mais on est déjà développé. Par conséquent, d'une part, je préfère l'interprétation géographique à l'interprétation sociologique, parce que l'effet rural peut réunir des personnes riches et pauvres sous le sentiment d'abandon et faire voter Le Pen, par exemple, alors que la même personne avec le même revenu en ville vote Macron. Premier point. L'exemple parfait, c'était les Gilets jaunes. Le bordel sociologique des Gilets jaunes venait confirmer la primauté de la causalité géographique sur la causalité sociologique, me semble-t-il. Deuxième point, bien sûr, la sociologie existe, et bien évidemment que, soyons pas naïfs, ils construisent leurs programmes ou leurs éléments de discours en fonction de la sociologie électorale, c'est une chose. Ce qui est une faute d'ailleurs. Ce qui est une faute. C'est-à-dire qu'au lieu de proposer une communauté de conviction, ils proposent une communauté d'intérêt et ils continuent à nourrir la balkanisation et la division de la nation, qui n'est plus une unité politique, mais qui devient un agrégat d'intérêts. Et Rousseau le disait très bien, une addition d'intérêts fait une foule, mais pas un peuple. Et oui. En revanche, là-dessus, je suis d'accord. En revanche, je maintiens mes deux objections philosophiques vraiment très fermement. D'une part, je ne peux que faire des analyses statistiques, c'est-à-dire portant sur les grands nombres, c'est la courbe de Gauss, non pas préjuger de la volonté individuelle ou des motivations d'une volonté individuelle. Je peux voir des raisons, un contexte qui amène à voter Le Pen ou Mélenchon, etc. Deuxième point, je maintiens ce que je te disais, c'est-à-dire que on vit tous dans une illusion, que ce soit nous ou les candidats. Nous pensons que la sociologie fait le vote. Et ça, je pense que la géographie fait beaucoup plus le vote que la sociologie. Et d'autre part, je pense que, tenant du libre arbitre que je suis, je pense que si nous rentrions dans le secret des isoloirs, nous serions très étonnés des nuances qui se dégageraient. C'est-à-dire que, certes, Marine Le Pen est majoritaire chez les actifs, entre 25 et 45 ans. Et 55 même. Et 55, mais ce n'est pas du 80%. Non, bien sûr. Donc, il y a une majorité d'actifs qui ne votent pas pour... Tu vois ce que je veux dire? Il y a un nuancier très large. Donc, entre des gens qui ont 30 ans, qui gagnent entre 1500 et 1900 euros, donc avec des situations sociales assez proches quand même, que de différences. Là où on voit des raisons sociologiques, moi je vois des différences en fait. Bon, ça c'était mon petit point épistémologique. Par rapport à ce que tu dis, quand tu dis « je n'arrive pas encore à interpréter cette baisse de Mélenchon dans 44 départements, notamment ruraux », c'est tout simplement que la stratégie Terra Nova est une stratégie citadine. Voilà. Et ça renforce ce que je disais précédemment, c'est-à-dire qu'en réalité, sous couvert de sociologie, Terra Nova fait un choix géographique. Oui, après, je posais une question un peu rhétorique. Voilà, Non, mais j'entends bien. Mais c'est-à-dire, non, mais c'est intéressant parce que j'ai un élément aussi à mettre qui, je pense, a pu jouer marginalement dans le fort score de Mélenchon. C'est la parution à moins de 10 jours du premier tour du dernier rapport du GIEC. On sait que la diffusion d'un documentaire de Yann Arthus Bertrand la veille d'une soirée électorale d'européenne en 2009 ou 2010, je ne sais plus, avait fait grimper les Verts de 5%. Là, il y a eu un énorme matraquage sur la question écologique de la part de la France Insoumise dans la dernière ligne droite, qui, je pense, a pu marcher auprès d'un certain électorat.
Voilà, mais je pense que la sociologie est intéressante, je le dis. Néanmoins, elle est, à mon avis, moins déterminante que la géographie dans les votes aujourd'hui. D'ailleurs, c'est ce que disent même les sociologues. Ils parlent d'une territorialisation des inégalités. Hein, donc, c'est par territoire qu'il faut raisonner, par échelle. Bien sûr. Et à ce titre, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a deux Terra Nova qui s'opposent. On a le Terra Nova Macron, parce qu'il y a une part de Terra Nova chez Macron, et on a le Terra Nova Mélenchon. Mm. Et force est de constater que le point va au Terra Nova Macron. C'est-à-dire que Oui. Macron gagne, et ce que tu disais, c'est vrai dans les électorats, mais ce n'est pas que les électorats, c'est les propositions politiques. Il y a une contradiction, il y a une tension qui va devenir une contradiction insoutenable entre d'un côté les bobos qui veulent de l'individualisme matiné, de social et d'écologie, et de l'autre côté les quartiers qui ont des revendications identitaires et religieuses, ça va finir par s'opposer. C'est-à-dire que, à mon avis, Mélenchon va perdre tous ces bobos qui vont aller voter Macron. Voilà. Et c'est pour ça que je pense d'ailleurs que peut-être que le macronisme, qui à mon avis est le vrai Terra Nova, a de beaux jours devant lui, sous la forme de Oui François et Bayrou, non, oui d'Édouard et Philippe non. dans 5 ans. Mais Oui et ils non, parce que récupéreront une partie de l'électorat Mélenchon. là-dessus, bon, ni Mélenchon ni Macron ne se présenteront la fois prochaine a priori. Donc déjà, je pense que je ne sais pas si les bobos vont aller chez Macron. Je ne pense pas qu'ils iront chez Macron, pas avant d'avoir atteint la retraite. Je pense à une explosion de la France insoumise. Après, on est dans la politique fiction, mais je pense qu'il va y avoir une explosion de la France insoumise si elle ne gagne pas les législatives dans 2 mois. Je propose que nous passions, parce que le temps Oui, on va file. passer, et là-dessus, on va passer à l'entre-deux tours, je suis d'accord. Et d'ailleurs, c'est l'occasion, je pense que c'est bien d'avoir terminé sur Mélenchon pour passer sur l'entre-deux tours, parce que pour moi, cet entre-deux tours, j'ai parlé tout à l'heure de quinzaine de l'antifascisme comme tous les 5 ans, mais pour moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans cet entre-deux tours, et qu'on n'avait pas vu pour moi depuis 2007, c'est que l'entre-deux tours, le débat de l'entre-deux tours, pour moi, a été structuré par la chasse aux voix du troisième homme. Il y a 5 ans, c'était vraiment le bien contre le mal avec Macron qui va en pèlerinage à Oradour-sur-Glane. Voilà, c'était outrancier comme pas possible. Il y a 10 ans, on était dans le cas d'un affrontement bipartite entre Hollande et Sarkozy où chacun réunissait son camp au sens large. Et là, il y a 10 ans, on était Sarkozy comme Ségolène qui tentait d'amadouer le Bayrou pour chasser les voix, pour aller trouver l'avantage dans les 17% que Bayrou avait fait à l'époque. Là, moi, j'ai vu Macron et Le Pen faire la chasse aux voix de Mélenchon, chacun à sa manière. Macron en comment dire, faisant quelques petites pirouettes sur peut-être bouger l'âge de départ à la retraite pour sa réforme, puis en mettant l'accent sur beaucoup sur comment dire, les volets prétendument écologiques de son programme. Le Pen en essayant coûte que coûte de ne pas dévier de sa ligne et de parler du pouvoir d'achat à ce sujet-là. Et pour moi, ça a été assez la quinzaine, au-delà du folklore de manichéen habituel, a été structuré pas mal par ça, je trouve. Sur l'analyse de la quinzaine, tu as raison. Moi, ce qui m'a frappé, c'est deux choses. Un renversement en faveur de Macron, assez sensible, assez notable dans les conversations, dans les manières de présenter les choses, au début de la deuxième semaine. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les gens ont eu besoin d'une semaine pour… Excusez-moi. À tes souhaits. Les gens ont eu besoin d'une semaine pour digérer le premier tour, au sens large, et sans trop se forcer. Et d'ailleurs, je pense qu'il en était content, puisque finalement, il s'est très peu engagé, Macron. Il a utilisé les mots union, comment ça s'appelle déjà, avenir en commun, planification écologique, mais c'était que des Ouais. mots, tout le monde le voyait lui-même. Bon, il avait le sourire aux lèvres, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'était presque un jeu pour lui à Marseille, lors de son meeting de Marseille. Macron a dû très peu se renier, programmatiquement, idéologiquement, et plus facilement d'ailleurs que ce que j'attendais, que ce qu'il attendait lui-même aussi, je pense. Il y a eu une progression dans les sondages, il y a eu une approche plus favorable, une image plus favorable, et tu sens que ça s'est fait tout seul. D'ailleurs, je m'attendais à un résultat plus serré. Hein. Je veux dire, ça a été Oui. un entre-deux tours où
Oui, le 57-43 est arrivé le mercredi de la deuxième semaine. Enfin, ça s'est stabilisé quand même. Voilà, Oui, ça, ça s'est stabilisé quasiment. C'était déjà à peu près à ce stade-là au moment du débat. Je crois qu'après le débat, Le Pen perd 1,5 point, ce qui est rien par rapport à il y a 5 ans, où voilà. elle avait perdu 5-6 points. Enfin, elle était baissée de Oui, 5-6 oui. points, donc l'écart s'était creusé de quasiment 10 points avec Macron. Et ça m'amène d'ailleurs au débat, mais juste Le Pen, qui devait faire un entre-deux tours offensif, sans être agressif. C'est le grand problème pour le Rassemblement national, c'est qu'ils ont souvent confondu offensivité et agressivité. A fait un entre-deux tours qui s'est d'ailleurs très bien révélé dans le débat, complexé. C'est-à-dire que j'ai vu une Le Pen absente, enfin une Le Pen absente, j'ai vu une Le Pen effacée, comme absente à elle-même, euh, et un débat, pour le dire très rapidement dans le débat, un débat extrêmement intéressant d'ailleurs, sur le plan de la stratégie politique, à front renversé. C'est Macron qui devait se défendre de son bilan et Le Pen l'attaquer, et c'est Le Pen qui s'est défendu sur son programme et Macron qui l'a attaqué. Oui, Voilà. C'est quand alors même un là-dessus, chiasme je trouve que absolu. sur son entre-deux-tours à Le Pen, c'est assez étonnant parce que je trouve que il y a 5 ans, Le Pen avait fait un entre-deux-tours absolument remarquable et un débat absolument lamentable où elle s'était totalement effondrée en dessous. Après. Mais son entre-deux-tours, elle occupait le terrain de façon assez impressionnante face à Macron, qui était dans, comment dire, j'ai parlé tout à l'heure d'Oradour-sur-Glane, etc. Il était vraiment dans quelque chose d'outrancier, de caricatural, où tout le monde se demandait même un petit peu à quoi il jouait à ce moment-là. Elle, je me souviens, elle avait fait une visite surprise dans une usine où Macron devait se rendre et il s'était quasiment fait prendre à partie et elle était arrivée 3 heures plus tard et les ouvriers l'avaient acclamé. Il y avait quelque chose qui marchait bien. Et elle s'était totalement plantée au débat. Là, c'est un petit peu le contraire. Elle a été curieusement absente de cet entre-deux-tours. Elle n'est jamais vraiment rentrée dedans. Elle n'a pas été aidée non plus par le fait que Macron déprogramme un rendez-vous audiovisuel sur 2. Et donc, pour respecter l'égalité de temps de parole, bah, du coup, c'était annulé pour Le Pen aussi. Alors que, bon, si Macron n'avait pas annulé, elle aurait été programmée aussi. Bon, elle n'a pas été aidée là-dessus, mais après tout, c'est le jeu. Et le débat que j'ai trouvé assez intéressant en termes de posture. Bon, clairement, son débat à Marine Le Pen, il est extrêmement réussi au regard de ce qu'elle a fait il y a 5 ans. Ça reste une prestation assez moyenne sur la forme. Bon, elle n'a pas pété les plombs. Je trouve, là où on ne l'attendait pas forcément, elle a été plutôt bonne, et là où on l'attendait, elle n'a pas été terrible, je dirais. Je l'attendais, moi, sur la question du pouvoir d'achat. En plus, ça a commencé par ça. Elle n'a pas été bonne. Elle a mis du temps avant de rentrer dans son débat. Elle n'a pas été aidée d'ailleurs par le fait qu'il y a eu un faux départ avec un petit couac technique en plateau qui l'a déstabilisé au début. Ensuite, là où je pensais qu'elle serait très en difficulté sur la question du rapport avec la Russie, avec Poutine, je trouve qu'elle s'en est très bien sortie. Et par contre, là, tu l'as dit tout à l'heure, sur la question d'attaquer le bilan de Macron, alors qu'il y a énormément de choses à dire, qu'il y avait énormément de points à mettre sur la table que personne n'avait eu l'occasion, pardon, de mettre à la tête de Macron pendant 5 ans. C'était l'occasion, tout le monde attendait un petit peu, même les gens qui allaient voter Macron à contre-cœur espéraient qu'à ce moment-là, ils s'en prennent plein la figure pour tout ce qu'il y avait à critiquer pendant 5 ans. Et il y a eu une étonnante absence de critique là-dessus. Donc ça m'a, et même certains moments, Macron, qui force est de reconnaître que durant l'entièreté de ce débat, il a eu une attitude assez odieuse, extrêmement hautaine là-dessus. Pour le coup, j'étais assez étonné de le voir comme ça, alors que je pensais qu'il allait jouer le calme et la posture présidentielle, ça faisait vraiment pas ça. Même là-dessus, il n'a pas, comment dire, elle l'a même pas attaqué pendant. C'était assez étonnant. Ça donnait l'impression d'être un peu atone. Pour autant, elle ne s'est pas mise à la faute. Donc, elle perd, mais au point et non pas par KO comme il y a 5 ans. Il rappelle une chose, si je peux me permettre, il y a 5 ans, c'était un accident industriel et c'était exceptionnel. C'est-à-dire n'importe quel. Enfin, ce qui s'était passé était quand même, même pour Marine Le Pen il y a 5 ans, elle n'aurait jamais dû faire ça. Donc, d'une certaine manière, bon, moi, juste J'ai deux toujours choses. personnellement soupçonné qu'elle était ivre il y a 5 ans parce qu'elle avait eu un coup de panique et qu'elle avait bu 3 cognacs avant d'entrer. Enfin, c'est un Je pense sentiment que personnel, un soupçon. Après, peu importe. Mais pas besoin d'alcool. Je pense que c'était l'angoisse. Ouais. Par rapport à ce qu'on dit, puisqu'on ne l'a pas prononcé ce mot, mais c'était quand même le mot magique de l'entre-deux tours, le tout sauf Macron, le TSM, supposait, parce que c'est vrai que Macron est détesté par une partie importante des gens,
supposait de le boxer. Il fallait attiser la haine anti-Macron. Et elle ne l'a pas fait parce que ce qui était frappant, c'est qu'elle, dès que Macron parlait, elle s'arrêtait. Elle essayait de jouer le rôle de mère de la nation, comme l'a très bien pointé la presse étrangère. Mais moi, ce que j'ai trouvé, ce n'était pas une mère de la nation, c'était une élève qui soit récitait son cours en regardant Macron comme un professeur dont elle cherchait la reconnaissance dans le regard, l'aval dans le regard, soit elle l'écoutait religieusement comme une élève. C'est-à-dire que quand on a dit que Macron s'était comporté de manière arrogante ou odieuse avec une posture de professeur, en réalité, je trouve que c'est Marine Le Pen qui s'est elle-même mise dans une posture d'élève. D'ailleurs, il y a eu plusieurs moments assez sympas et assez sincères où Macron a essayé d'être agréable, sans le côté la bienveillance, mais d'être agréable avec Le Pen. Il lui a fait 2-3 blagounettes. Tu vois ce que je veux dire? Ce n'était pas du tout un débat haineux de la part de Macron. J'ai eu le sentiment que Le Pen, pendant toute la première moitié du débat, s'est comportée comme une élève complexée, puis elle s'est décomplexée et elle a terminé le débat assez inélégante. Macron a eu des moments arrogants, ça on est d'accord. Mais Marine Le Pen a terminé le débat assez inélégante, c'est-à-dire que quand Macron l'a remercié d'avoir débattu avec lui, elle n'a pas eu un seul mot pour Macron, ce qui d'ailleurs me fait dire qu'on a eu une Marine Le Pen qui, moins gravement qu'il y a 5 ans, mais comme il y a 5 ans, a du mal à doser, en réalité, pour faire un débat. Là où elle doit être agressive, elle ne l'est pas, enfin offensive, elle ne l'est pas, et là où elle doit être courtoise, elle ne l'est pas. D'ailleurs, je l'ai trouvée discourtoise à la fin du débat, et ça peut nous faire la transition d'ailleurs vers le second tour, discourtoise également dans son discours de second tour, c'est-à-dire qu'elle n'a eu aucun mot pour les autres. Ça rejoint ce que je disais en début d'émission, c'est-à-dire que je la trouve bien meilleure stratège électorale que candidate. Moi, de ce débat, je retiendrai quand même quelque chose qui me paraît pas… Bon, on ne va pas épiloguer dessus, mais ça me paraissait quand même des propos extrêmement sérieux tenus par Macron. C'est quand on abordait la question du voile et qu'il a clairement mis sur la table une forme de chantage à la guerre civile. Ce qui me paraissait quand même quelque chose d'assez hallucinant, de légèreté, de balancer ça comme ça en plein milieu du débat. À ce moment-là, je suis un peu tombé de mon canapé sans trop comprendre ce qui se passait. C'était vraiment, c'était à front renversé, c'est-à-dire que c'était Macron qui jouait sur les peurs à ce moment-là et Le Pen qui essayait de le rassurer. Et qu'un président en exercice en vienne à reconnaître à demi-mot, voire même, non pas à demi-mot, à reconnaître de facto, même en exagérant peut-être un peu pour faire peur, mais malgré tout, que la France n'est pas si loin que ça d'une guerre civile, aurait dû, je pense, être de nature à faire monter Le Pen. Or, elle n'a absolument pas saisi la balle au bon. Elle a été un petit peu amorphe, comme on l'a dit pendant tout le débat, et c'est passé comme une lettre à la poste. Il n'y a même pas eu, il y a eu un écho extrêmement marginal dans la presse les jours suivants. Et puis très très vite, on est arrivé sur le second tour, et ce qu'il faut bien reconnaître est le triomphe de Macron au soir du second tour, puisqu'il gagne, certes, il perd plus de 2 millions de voix par rapport à il y a 5 ans, mais il gagne quand même d'une façon qui ne souffre même pas le moindre petit début de contestation. Quoi qu'en dise depuis, parce que c'était maintenant il y a 4 jours et demi, les représentants de certains partis d'opposition qui envisagent peut-être d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale ou qui parlent du président le plus mal élu de l'histoire de la 5e. Bon, déjà, c'est faux, c'était Pompidou en 69, le plus mal élu. C'est vrai qu'il ne rassemble pas une très, très grande portion des inscrits sur son nom, vu qu'il en a un peu plus de 38. Néanmoins, bon, sur les suffrages exprimés, c'est net, c'est sans bavure. Là-dessus, c'est assez incontestable. Ce que j'ai toujours trouvé frappant dans les procès en illégitimité, surtout à propos de Macron, c'est la mauvaise foi et le côté mauvais joueur des perdants. Parce que eux, 51% des suffrages exprimés pour Mélenchon avec 42% de participation, Jean-Luc le signe, ça. Oui, bien sûr. Voilà, donc on pourrait même dire qu'on est dans la nostalgie des années Mitterrand. Mitterrand, quand il gagne la première fois contre Giscard, il gagne 51-49. Et pour moi, certes, il y avait plus de participation, ça n'en reste pas moins que c'est très, très, très serré et que… oui, bien sûr.
Bah, écoute, moi, je te l'ai dit tout à l'heure, hein, parce qu'on a eu un long moment inattendu sur qu'est-ce que l'analyse électorale, qu'est-ce que l'interprétation. Bah, à la limite, c'est le sujet qui nous y amène, hein, de discuter de cela. Moi, oui, la victoire de Macron ne souffre d'aucune contestation. Il est très bien élu. C'est le premier président réélu après avoir été élu au suffrage universel. Et, je te l'ai dit tout à l'heure, la banalisation réussie du vote Le Pen, par Le Pen d'ailleurs, sa dédiabolisation, rend l'analyse en termes de vote barrage assez faible en réalité. Je m'explique. Bien sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ont voté Macron contre Marine Le Pen. Bon, mais je pense que c'est plus le vote entre… Il y a eu la quinzaine antifasciste, mais ça n'a pas pris. Enfin, tu vois que même les gens qui votaient Macron ne croyaient pas que Le Pen était une fasciste. Ça, je pense que tout le monde est à peu près clair là-dessus. En revanche, Oh! en termes… Alors, la majorité des gens. Je pense que le choix de société qu'incarne Macron rassemble plus de gens que le choix de société qu'incarne Le Pen. Tu vois la petite nuance que j'apporte? Ce n'est pas un vote anti-Le Pen, c'est un vote par défaut pour Macron, mais plus positif que négatif. Voilà. Ah, bah, oui, oui et non. C'est-à-dire que je Parce que pense, Le Pen est banalisé. Voilà. oui, bah, je pense que plus que banaliser, c'est ça, comment dire, c'est quelque chose que je t'avais déjà dit en dehors de l'émission, c'est-à-dire que plus que banaliser, Marine Le Pen est apparue comme quelqu'un de banal, c'est-à-dire comme une voisine de palier, quasiment, et bah, le président banal, enfin en l'occurrence normal, les Français ont déjà essayé et ils n'ont pas été convaincus. À côté de ça, Macron, ça renvoie à quelque chose Ah, que le les côté Français connaissent, transgressif. qu'ils ont eu pendant 5 ans, et je pense que ils préfèrent Macron à Hollande. Après, je pense qu'il y a quand même eu un vote barrage extrêmement important, et que la proposition qu'incarne Macron n'est pas forcément, comment dire, plus plébiscitée que la proposition qu'incarne Le Pen ou que la proposition qu'incarne même Mélenchon qui termine troisième, parce que quand on regarde dans le détail des propositions, les Français plébiscitent beaucoup plus largement des propositions qui ne sont pas celles de Macron, ni celles enfin, qui sont celles de Le Pen sur certaines questions, ou celles de Mélenchon sur d'autres questions, plus que ce que fait Macron. Donc je pense vraiment qu'on est malgré tout, sur un choix, sur une forme de non-choix. D'ailleurs, il y a quand même quelques études d'opinion qui semblent, je pense, dignes d'intérêt. Les Français ne voulaient pas, à la base, la reconduction du duel Le Pen-Macron. Ils l'ont eu. Les Français, pour une majorité d'entre eux, ne voulaient même pas qu'Emmanuel Macron se représente. Il s'est représenté, il a gagné. Aujourd'hui, à peine est-il élu, 6 Français sur 10 souhaitent qu'il ne dispose pas de majorité pour gouverner le pays. Bon, ça ne se traduira pas dans les urnes, vraisemblablement, mais ça dénote malgré tout, et je pense que c'est quelque chose qu'on avait abordé dans notre émission consacrée à l'influence de la guerre en Ukraine sur la présidentielle française. Je pense qu'on ne occultera pas néanmoins l'absence de campagne que l'on a eue. C'est-à-dire qu'on est passé d'un hiver entièrement placé sous le signe de la pandémie à un début de printemps où il n'a été question que de la guerre en Ukraine d'un bout à l'autre, qu'il n'y a finalement pas eu de campagne, que les sujets les plus importants aux yeux des Français n'ont pas été, et ils sont nombreux, hein, et je ne les hiérarchise pas, mais on n'a pas parlé des sujets, on n'a pas parlé de la présidentielle en réalité. Il y a eu un petit peu de course de petits chevaux à un moment, il y a eu tout le buzz autour du phénomène Zemmour à l'automne, et puis après, ça a été à peu près tout. La présidentielle française n'a jamais fait aussi peu parler que cette année. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel s'appuie un certain nombre des procès en illégitimité de manière beaucoup plus pertinente que la participation réelle et la faible proportion des inscrits à avoir voté Macron. Pour moi, il y a eu un vrai problème, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de débat, il y a projet contre projet, il n'y a pas eu de confrontation de vision de la France et de son avenir
il y a eu une forme de, comment dire, je ne sais plus qui parlait de drôle de campagne comme on parle de la drôle de guerre, c'est-à-dire on attend et il ne se passe rien. Et c'est ça qui, pour moi, risque de porter préjudice au candidat devenu président, au président candidat président Macron dans l'exercice de son futur mandat. Ceci, évidemment, sans rien présumer du résultat des législatives à venir. Deux choses. Concernant ce que tu as justement noté, un paradoxe entre ce que disent les électeurs, nous voulons ceci, nous voulons cela, et ce qu'ils votent, il y a une opposition. Les Français sont majoritairement d'accord sur Le Pen, sur les propositions de Le Pen ou Mélenchon, ou la synthèse Le Pen-Mélenchon, et votent à 28%, quand même, hein, c'est pas 10%, à 28%, puis à 58,5% pour Macron. Ce qui m'amène à dire qu'il ne faut plus croire que les sondages électoraux et non pas les sondages qualitatifs. Alors que pendant des années, je disais l'inverse. Les sondages qualitatifs étaient plus intéressants que les sondages électoraux. Et Raphaël, on a une preuve. Il y a un paradoxe entre ce que les gens disent et ce que les gens veulent. C'est pour ça que je pense que les Français, pour plein de raisons différentes, sont peut-être un petit peu de mauvaise foi vis-à-vis d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils disent Le Pen, Le Pen, Le Pen, ou ils disent immigration, 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 mais en réalité, ils veulent plus Macron que Le Pen. D'où ce qui tente à prouver ce que je te disais précédemment, avant ton intervention, qui était que il me semble que c'était un vote en réalité. Si on est honnête, hein, je veux dire, parce que Le Pen était banalisé, il n'y avait pas de danger pour la démocratie, enfin, tu vois, tout le tintouin était fini. Il me semble qu'en réalité, existentiellement, par leur volonté authentique, les Français se rapprochent plus de Macron que de Le Pen. Voilà. Y compris des Français qui votent en cité, etc. Premier point. Donc, parce que tu l'as nommé, toi-même, sans le conscientiser, tu l'as développé, ce fait-là. Ouais, mais je Entre pense ce que que les c'est plus Français complexe disent. que ça. Je pense que c'est plus Alors, complexe que ça. Je pense deuxième que c'est point, beaucoup et je plus te laisse complexe que ça. répondre. Deuxième point, je te laisse répondre. La drôle de campagne qui serait la cause principale du risque de procès d'illégitimité pour Macron, peut-être. Comment dire? Il n'y a pas eu de campagne, mais ce n'est pas un problème pour le candidat. C'est un problème pour la démocratie française. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu la catharsis démocratique. Après, comme le candidat est le président élu, c'est lui qui prend. On est d'accord. D'ailleurs, si on fait un procès en illégitimité à Macron du fait de l'absence de campagne et de catharsis, bien sûr que le peuple en démocratie a tous les droits, y compris d'être de mauvaise foi. Mais je trouverais ça, pour être tout à fait honnête, assez injuste pour Macron, parce que c'est pas. Alors, il n'a pas participé aux émissions, mais l'absence de campagne ne tient pas qu'à son action ou qu'à sa volonté. C'est-à-dire que la campagne a été étouffée, ce qui fait que faire le procès d'illégitimité à Macron en raison de l'absence de campagne, c'est faire porter à Macron une responsabilité plus grande que la sienne. Il a une partie de la responsabilité. Oui, il a quand même tout fait pour qu'il n'y ait pas, qu'il n'y ait pas de campagne. Ça là-dessus, c'était une stratégie qui était assez assumée et c'est d'ailleurs plutôt bien joué. À sa place, j'aurais sûrement fait pareil. Oui, enfin oui, c'est toujours l'idée d'aller le plus tard possible, de descendre le plus tard possible dans l'arène, mais la guerre en Ukraine, c'est pas lui, le virus, c'est pas lui. L'absence de débat à la télévision, c'est lui. La déclaration tardive, c'est lui. Après, pour être honnête, ça aurait été intenable, vu la guerre en Ukraine, qu'il soit à la fois candidat et en même temps pas en campagne. Ça aurait été absolument intenable parce que pour lui, ça n'avait aucun sens. Il se serait fait pilonner sans pouvoir répondre. Et s'il avait commencé à faire campagne sans s'occuper de la guerre en Ukraine, on leur aurait reproché de ne pas être au poste jusqu'aux dernières secondes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, même s'il avait voulu faire campagne, même s'il avait été une sorte de saint laïque de la démocratie et du débat, le contexte faisait que c'était à peu près impossible. Oui, après c'est pas, je ne lui reproche pas tant de ne pas avoir fait campagne lui, parce qu'après tout, il fait tout ce qu'il veut, il se déclare absolument quand il veut, et ça, c'est pas le souci, que le fait qu'il n'y a pas eu de campagne, tout court. Oui, voilà. C'est pas que lui. C'est pas de sa faute. Lui, bien sûr, bon, il a joué avec sa stratégie, et c'était évidemment plus intelligent de sa part de se déclarer le plus tard possible. Et ça, on le savait, quoi qu'il arrive, que même dans un contexte lambda, il se serait, je veux dire, songeons à Mitterrand qui s'était déclaré le plus tard possible en 88 aussi, ou à Giscard en 80, même si Giscard n'avait pas été élu. Ça fait partie des armes du président pour sa réélection de se déclarer le plus tard possible et de laisser les autres s'entre-déchirer. Mais il n'y a tout simplement pas eu de campagne du tout. C'est-à-dire que les autres étaient inaudibles avant. Et ça, c'est un vrai problème.
Le seul Et c'est donc moment pas où la j'ai faute eu de l'impression Macron. qu'il y a eu une campagne, c'était, mais c'était même pas vraiment une campagne, c'était avant même que Zemmour ne se déclare candidat, où là, ça parlait. Ça parlait des thèmes de Zemmour, mais c'était des thèmes qui étaient des thèmes de pré-campagne à ce niveau-là. Voilà. Et ensuite, bon, tout ça a été mis sous cloche par le variant Omicron, puis par la contestation contre le pass, puis par la guerre en Ukraine. Et là-dessus, bon, on a. Oui, oui. Ça fait, comment dire, alors Macron n'est évidemment pas responsable de tout ça, encore qu'il a instrumentalisé comme il le pouvait, mais ça fait partie du jeu, parce que la politique, ça consiste globalement à instrumentaliser tout ce qui est instrumentalisable, comme ça, tu gagnes des parts de marché électorales, ou t'en perds si t'es mauvais. Mais au-delà de ça, ce n'est pas Macron qui est responsable directement de l'absence de légitimité de cette nouvelle élection. C'est le contexte qui n'a pas rendu cette élection parfaitement légitime. Et j'ajoute que la tripartition politique constatée à l'occasion de cette élection rend les choses par principe beaucoup plus faciles pour celui qui est au centre des deux autres et qui préfigure une nouvelle forme, a priori, si ça devait se confirmer, d'alternance unique. Et là-dessus, c'est encore je veux dire, ça ajoute quand même un étage à nouveau à la fusée, c'est-à-dire l'alternance unique, la quinzaine de l'antifascisme, donc la campagne faite sur une tentative de rediabolisation de Le Pen que la stratégie de dédiabolisation et la présence de Zemmour avaient à nouveau rendu un peu fréquentable, plus l'absence de vrais sujets abordés pendant la campagne, plus encore un étage, le fait qu'on ait parlé que du Covid et de la Russie, tout ça ne participe pas à une élection éclatante qui présagerait d'un quinquennat qui commence généralement, parce que toutes les élections commencent par là, par un état de grâce. Je doute qu'il y ait un état de grâce comme ce que Macron avait connu il y a 5 ans. Écoute, c'est un lecteur de Günter Grass. Pardon, c'était juste Oui. pour Grass. C'est un lecteur de Günter Grass, d'ailleurs, apparemment. J'ai appris ça. Non, pardon, excuse-moi. C'est Bruno Le Maire qui lit C'est Bruno Günter Le Grass. Maire. C'est Il pas, lit Macron. Sloterdijk. Enfin, Macron l'a peut-être lu aussi. Hein, Sloterdijk. Non, mais c'est l'attrait de la proximité phonique et du bon mot. On serait prêt à mourir pour un bon mot dans ce pays. Ce qui, moi, me frappe, c'est que tu as raison sur l'absence de campagne, tu as raison sur le fait que ça risque de nourrir un sentiment et donc une critique en illégitimité et pas d'état de grâce. En revanche, je considère que objectivement, ce n'est pas du fait de Macron. Il a non, joué sa partie. après ça a Non, fait attends, ses laisse-moi affaires, mais terminer. c'est pas lui Non, qui, voilà, bien sûr. voilà. Il n'est pas responsable de l'absence de campagne. Je pense qu'il en est à la fois content et peut-être même un peu frustré, parce que bon, lui aussi, il a besoin de sa catharsis. Hein, c'est un être humain comme les autres et il a pu assez peu boxer. Bon, l'époque a changé. Notre émission ne cesse de documenter. Nous sommes les archivistes du présent, selon cette jolie formule. Dès que nous touchons quelque chose, elle disparaît. Enfin, elle disparaît. Elle devient un document du passé. Et on crée des squelettes. La preuve, ta cigarette. Tu la touches, hop, elle brûle. Non, mais ce que je veux dire, c'est que notre émission le prouve, le contenu des émissions. Aujourd'hui, l'état de grâce est devenu quasi impossible. Voilà, pour toutes les raisons qu'on a évoquées dans les autres émissions. J'invite chacun, pour bien comprendre ma phrase, à revoir toute la chaîne YouTube avec Panache. Voilà. Macron avait connu un état de Juste, grâce il y a 5 ans, hein, malgré oui, tout. C'est pas mais devenu quasi impossible. Je pense que quelqu'un qui non, mais serait. un état de grâce, même avec une majorité relative et pas absolue, un état de grâce durable est devenu de plus en plus difficile. On le voit L'état de bien. grâce, généralement, c'est 6 mois après l'élection. C'est ce qu'avait connu à peu près. Je dirais même que l'état de grâce de Macron, quelque part, il dure quasiment 1 an. C'est-à-dire que Oui, mais c'est autre chose. puis ça va jusqu'à cette photo en finale de la Coupe du Monde iconique où il Oui, s'élève, il toise le monde. Et 3 jours plus tard, Benalla, et c'est là que les ennuis ont commencé pour lui. oui, mais Macron a été très bon, c'est-à-dire qu'il a réussi au début à continuer une sorte de conquête. Là où les autres dilapident un capital électoral ou sympathique, lui, il a réussi à accroître, puisque Macron a accru, il était inconnu, etc. Bon. Mais ce n'était pas tant un état de grâce qu'une estime pour moi, un état d'estime. En revanche, l'état de grâce à l'ancienne, c'est-à-dire dont jouissait un De Gaulle, même un Chirac, même un Mitterrand, tu vois ce que je veux dire,
qui est que les gens disaient j'aime Mitterrand, Mitterrand c'est bien. C'est bête, hein, mais c'est comme ça que s'expriment les gens aussi. Voilà, c'est comme ça que se résume, hein, finalement. Ça, c'est fini. Là, je paye pour voir. C'est ça maintenant la mentalité des électeurs. Alors, ont-ils raison ou non? Est-ce un signe de déliquescence ou de maturité démocratique? En tout cas, voilà. Et je voulais juste dire un truc, moi, ce qui me frappe quand même par rapport à cette question d'illégitimité, etc., c'est la mauvaise foi, mais la mauvaise foi des perdants. C'est-à-dire que la critique, tout est instrumentalisable, et donc la mauvaise foi est l'arme politique par excellence à ce jeu-là. On est d'accord. En revanche, force est de reconnaître que, on n'en a pas parlé, mais quand Mélenchon apparaît le soir du second tour pour faire une déclaration comme un lapin qui a piraté l'écran, c'était à la fois bien joué et en même temps c'était lunaire. Il n'y avait personne. J'ai trouvé ça. Alors peut-être qu'il va faire mentir les pronostics, au premier rang desquels le mien, et que dans 2 mois, à l'issue des législatives, il sera Premier ministre. Bon, j'en doute beaucoup. Oui. J'ai trouvé ça assez ridicule, personnellement, et pour ne pas C'était dire assez ridicule, pathétique. C'était pathétique, c'était discourtois pour les 2 finalistes. Et surtout, tu n'as pas réussi à te qualifier, tu te tais. Tu attends la fin de l'élection. Et c'est pareil. Mais là-dessus, je dois reconnaître une chose. Les mélenchonistes sont quand même, du point de vue de la mauvaise foi, pires que les lepénistes. C'est quand même un truc. J'entends pas les lepénistes faire un procès en illégitimité. Alors que les mélenchonistes, ça n'arrête pas. Ça chouine. Oui, C'est des enfants. Pas plus tard qu'aujourd'hui, hein, Clémentine Autain expliquait que le pouvoir, qu'il n'écartait pas la possibilité de prendre le pouvoir par la rue. Enfin, on est vraiment dans une contestation de. Enfin, je schématise un petit peu ce qu'elle disait, mais c'était ça la teneur, un petit peu. Donc, on est vraiment dans quelque chose de. Les défaites sont très très difficiles à encaisser, et c'est assez paradoxal parce que ça rejoint ce que je disais en début d'émission où il y a 5 ans, Mélenchon était apparu de très mauvais poil au soir de son élimination, alors que là, il était content, alors que c'était beaucoup plus serré, qu'il y avait une possibilité de renversement. Mais bon, alors je pense qu'il connaissait les sondages qui l'annonçaient perdant d'encore beaucoup plus que Le Pen au second tour, qu'il était content d'éviter ça, et qu'il allait pouvoir essayer de refonder la gauche autour de sa personne, en ne refaisant pas ce qu'il considère lui comme une erreur stratégique d'il y a 5 ans, qui était de ne pas prendre position. Là, cette fois-ci, il l'a dit 5 fois de suite, pas une voix pour Madame Le Pen, etc. C'est-à-dire qu'il a continué à donner des gages à la gauche pour espérer en prendre la tête, parce qu'il sait que sa position d'il y a 5 ans était ce qui lui avait été peut-être le plus virulemment reproché par les autres forces politiques de gauche. Donc là, il a vraiment essayé, tu sentais que c'était son moment de revanche par rapport au peu qu'il reste du PS, dont on n'a même pas prononcé le mot ce soir, PS, par rapport au Vert, par rapport à tous les autres. Il a fêté sa 3e place comme une victoire, alors que pour moi, c'est une défaite beaucoup plus importante qu'il y a 5 ans, ou qu'il aurait dû fêter comme une victoire il y a 5 ans. Écoute, c'est la preuve que la stratégie populiste est définitivement abandonnée. Tu as bien raison. Oui. Et ça révèle que le seul but du parti de gauche, puis de la France insoumise et de Mélenchon, ça n'a jamais été de prendre la France, c'était de prendre la gauche. Et surtout de prendre sa revanche sur l'élimination du PS. Sur l'entièreté des appareils, je ne sais pas. Sur la personne de Mélenchon, oui, je pense. Après, il a liquidé à la France insoumise les Kuzmanovic, Koch et compagnie, on en a déjà parlé dans une précédente émission, qui, eux, avaient peut-être une stratégie, un projet pour la France. Je pense qu'on a fait le tour. Oui, il n'y a pas grand-chose de plus à ajouter. Si, moi, je terminerai sur une image, celle de Macron fêtant sa victoire au Champ de Mars, arrivant sur l'hymne à la joie de Beethoven, joué tellement lentement qu'on aurait dû une marche funèbre, et accueilli par davantage de drapeaux européens que de drapeaux français, qui, je pense, a fait jaser, surtout après la polémique de l'Arc de Triomphe, où on avait mis pour la présidence française un drapeau européen plutôt qu'un drapeau français. J'ai été assez étonné du choix de cette iconographie, qui m'a laissé penser que, puisque c'était le 2e mandat, ça ne se cachait même plus du côté de la République en marche à ce sujet.
Écoute, qu'on apprécie ou je non, pense qu'ils sont décomplexés et que oui. nous verrons dans les prochains mois comment évoluer les choses. Mais entre ça, cette absence de complexe et de l'autre côté, les procès en illégitimité faits par une bonne partie de l'opposition, je pense qu'on va s'attendre à un quinquennat quand même sans doute assez agité, surtout eu égard au contexte. Il y aura un quinquennat agité. Moi, ce qui me fait rire, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce qu'a fait Macron et la République En Marche, ce qu'ont fait Macron et la République En Marche, ce qui m'amuse, c'est que ils avaient parlé d'apaisement. Le deuxième mandat est un mandat de réconciliation. Le premier mandat, tu transformes. Le deuxième, tu fais des câlins, sans changer ce que tu as transformé. Et il y a un côté presque drôle chez Macron. Il continue d'être provocateur. Ah ben, Alors qu'il vient d'être réélu. Et c'est ce que je trouve, je ne dis pas agressif, c'est de la provoque. Et ce que je trouve assez marrant, tu as raison qu'ils étaient décomplexés, etc. Ça, c'est très clair. Mais ce que je trouve assez marrant, c'est que, et ça, on l'a souvent vu chez Macron, honnêtement, même quand il n'y a pas de coup à prendre, il va les chercher. Ça, oui, et c'est puis des frappant. fois, il aimerait les éviter, et puis c'est les autres qui vont les prendre pour lui. Enfin, visiblement, moi j'ai entendu dire qu'il avait piqué une colère noire en apprenant Pour que le dès le lendemain 49.3. du second tour, Bruno Le Maire disait oui, pour la retraite, on passera par le 49.3 si nécessaire. Alors que bon, Macron n'était même pas au courant, et ça là-dessus, je pense qu'il aurait bien aimé jouer l'apaisement là-dessus. Et puis, bon, les choses se passent, les gens Oui, s'inspirent de Macron en ce qu'eux aussi sont incapables de se taire. Bruno Le Maire n'a visiblement juste pas su se taire à ce niveau-là et il a laissé échapper ça et bon, ça remet une pièce dans la machine. Donc maintenant, bon, on attend dans un premier temps le premier gouvernement Macron 2, puis les législatives. Je pense qu'on aura l'occasion de faire d'autres émissions d'ici là pour évoquer ces sujets et puis pour évoquer bien d'autres sujets parce que il y a pas mal de choses desquelles parler. écoute, je terminerai là-dessus. C'est vrai qu'on vient de vivre une élection. Le président a changé ou n'a pas changé, mais vive avec panache. À l'époque, on disait le roi est mort, vive le roi. Le président a changé, vive avec panache. Sur ce, mes chers auditeurs, téléspectateurs, je vous souhaite une très bonne continuation et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de passionnants débats avec mon compère Raphaël, ici présent. Et Raphaël, je te salue. Ben, salut Gabriel, merci à toi pour ce débat et puis ben, merci à toutes celles et tous ceux qui nous suivent chaque fois plus nombreux. Pensez bien à vous abonner et à décerner un petit like à cette vidéo. Il y en aura d'autres très bientôt qui suivront. Et puis si vous ne l'avez pas encore fait, regardez les précédentes. Il y en a déjà 5, c'est la 6e et voilà, c'est une qualité toujours impressionnante, notamment grâce à Remarquable. l'extrêmement bonne tenue des débats et à la pertinence toujours impressionnante de mon comparse Gabriel. Donc merci à toi Gabriel. Merci. Allez, à la prochaine. À la prochaine.